tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série de vidéos sur la notion de théorie des probabilités. Dans cette vidéo, nous abordons la deuxième grande partie de notre série de vidéos justement. Il s'agit des variables aléatoires continues. Dans une précédente vidéo, l'une des toutes premières, si ce n'est la première, nous avions fait la différence entre une variable aléatoire discrète et une variable aléatoire continue. Je vous invite à vous reporter à cette vidéo si jamais vous vous posez cette question. Eh bien, pour aborder cette notion de variable aléatoire continue, il me paraissait plus qu'important et inéluctable d'aborder la notion d'intégrale préalablement. Effectivement, cette notion va jalonner la compréhension et toutes les vidéos qui vont suivre concernant les variables aléatoires continues. Donc, il était important de rafraîchir la mémoire de ceux d'entre nous et effectivement de faire découvrir aussi, pourquoi pas, cette notion d'intégrale à ceux d'entre nous qui n'ont pas vu cette notion dans les classes antérieures. Donc, pour commencer, en réalité, cette notion d'intégrale, elle est tout à fait liée à un concept tout simple qui est le calcul d'aire. Donc, le calcul d'une aire liée à une figure. Effectivement, il est acquis au débat, il est de notoriété public, s'il faut le dire ainsi, qu'il existe des formules préconçues démontrées pour la plupart des figures pour lesquelles les formes sont en tout cas connues de tous. Par exemple, vous avez là un carré, une figure donc qui est connue quasiment de tout le monde. Nous avons une formule toute faite pour calculer l'aire d'un tel carré qui a pour côté A, c'est simplement côté fois côté, c'est-à-dire donc A carré. Et pour le cercle circonscrit à ce carré que vous avez là, c'est également pi fois r au carré. Donc r est le rayon du carré, du cercle, j'allais dire. Donc vous avez pour ces deux figures des formules toutes faites. Vous avez également là un triangle avec largeur A et longueur B. Simplement l'aire ne serait nul autre donc que A fois B, donc longueur fois largeur. Largeur fois longueur si vous voulez. Vous avez à l'intérieur de ce triangle, de ce rectangle, j'allais dire, vous avez un losange, aussi pour la même chose. Ça sera la grande diagonale fois la petite diagonale divisée par 2. Voici ce qu'on appelle la grande diagonale et vous avez là la petite diagonale. Donc il s'agit simplement de connaître la mesure de ces éléments-là pour pouvoir déterminer l'aire liée à ces figures que vous avez là. Par contre, il peut nous arriver effectivement d'être confronté à des situations où vous avez des figures pour lesquelles les formes ne sont pas prédéfinies, on ne connaît pas effectivement la forme réelle de la figure. Donc la question de l'aire se pose. Cette figure pour autant dispose d'une aire et il faut donner une valeur à cette aire. Donc la question c'est comment calculer l'aire d'une figure pour laquelle on n'a pas une forme bien définie en tant que telle. Donc là par exemple vous avez, nous sommes dans un repère donc si vous voulez OXY, on va le dire comme ça. Vous avez là une courbe donc C, l'équation y égale à f de x. Vous avez la droite d'équation y égale à 0. Vous avez y égale à a, x égale à a, pardon, la droite d'équation, et x égale à b. En fait, la partie assurée en vert, j'allais dire, nous décrit une figure. Vous voyez, en fait, là, vous avez une figure et on se demande quelle est l'aire de cette figure. On cherche à calculer l'aire de cette figure, mais vous l'aurez compris, la courbe que vous avez là, par exemple, elle n'est pas droite. Donc, à certains endroits, vous avez des courbures. Et donc, on n'a pas une formule toute faite pour le calcul de l'aire de cette partie assurée-là. Mais pour répondre à cette question, c'est là qu'interviennent les intégrales. On nous dit simplement que le calcul de l'aire de cette figure que vous avez là, de cette partie assurée-là, et simplement se fait en calculant ce que vous avez là, c'est-à-dire intégrale de a à b de f de x, d de x. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette figure-là, elle est délimitée par 4 éléments, comme j'ai pu les énoncer précédemment. C'est la courbe C, et cette courbe C, dans cette formule, elle est représentée donc par son écriture, donc l'équation y égale à f de x, donc f de x, vous avez là. Vous avez la droite d'équation x égale à a. Voyez, donc là, si vous voulez, la partie assurée, donc, elle est délimitée par ça, f de x, par la droite x égale à a,
la droite x égale à b, donc a à b, vous voyez, allant de a à b, parce qu'on part de là à là. Et également la droite y égale à 0. Vous voyez, donc vous avez ça, ça, ça et ça. Donc la droite d'équation y égale à 0. En réalité, en fait, cette formule, normalement, c'est f de x moins y, le tout d de x. Mais puisque c'est y égale à 0, donc en réalité, si vous remplacez par 0, ça vous ramène simplement f de x. Donc voilà pourquoi on met f de x, d de x. Donc déjà, voilà pourquoi on quitte de là à là. Vous voyez. Donc si vous voulez, c'est aussi une formule toute faite à l'image des figures pour lesquelles on connaît d'avance les formes. Et en réalité, ici, elle s'applique à toute forme de figure que vous aurez liée à, cette figure, à ce repère que vous avez là. Et en réalité, pour calculer ceci, on se rapporte à un élément qu'on appelle une primitive. C'est-à-dire que pour calculer l'intégrale donc allant de a à b de f de x, cette intégrale vaudra simplement grand f de x borné entre a et b, qui est égal en réalité à f de b moins f de a, où en fait la dérivée de ce que vous avez là à l'intérieur vous donne cette fonction là, c'est-à-dire la dérivée de grand f de x nous donne f de x de base. Donc intégrer une fonction f de x ramène à trouver une valeur, une fonction nouvelle pour laquelle la dérivée nous ramènerait à f de x. Donc je reprends. Intégrer une fonction f de x nous ramène à trouver une fonction grand f de x dont la dérivée nous ramènerait en fait à f de x. Voyez. Donc c'est ce qu'on appelle la primitive, une fonction dont la dérivée nous ramène à la fonction de base. Voyez. Donc une fois qu'on trouve cette fonction et on la met entre les bornes donc a et b, calculer, donc il suffit simplement de remplacer dans un premier temps x par b moins x par a, donc on calcule et au final on trouve une valeur et cette valeur donc ça sera notre R. Donc si vous trouvez par exemple 12, ça vous fait 12 unités d'air, donc c'est-à-dire mètre au carré par exemple ou centimètre au carré. Vous voyez, unité d'air, donc c'est-à-dire que si c'est en mètres, vous allez mètre fois mètre, mètre au carré, ainsi de suite. Voilà. Donc en réalité, ce qui est intéressant dans le cadre des intégrales, ce sont les formules, donc ce sont les primitives, les formules liées donc aux fonctions pour lesquelles vous devez chercher des primitives. Parce qu'en réalité, vous avez f de x ici, on vous ramène directement à grand f de x, c'est bien beau, mais comment on le fait? C'est à travers des formules pour lesquelles, en l'occurrence, il faudra maîtriser les écritures et tout ça. Donc là, par exemple, on nous dit que pour une fonction k, quelconque k appartenant à R, par exemple, vous avez k qui est 4, et la primitive, c'est simplement kx, donc 4x. C'est-à-dire qu'en dérivant 4x, vous avez 4, vous voyez, très simple. Donc la fonction qu'on dérive pour avoir 4, c'est 4x. Donc ça, c'est une primitive, si vous voulez. Donc, et de la même manière, donc on ne va pas tout lire, mais en tout cas, je vous invite à vous familiariser à tout ceci. De la même manière, si vous avez par exemple x à la puissance n, donc si vous avez par exemple x au carré, on nous dit en réalité la fonction qu'on dérive pour trouver x à la puissance n, x au carré, pardon, c'est x à la puissance donc carré plus 1, parce que le n ici c'est 2, donc c'est x 2 plus 1 sur 2 plus 1, c'est-à-dire x à la puissance 3 sur 3. Donc je vous invite à dériver ça. Normalement, c'est comme si vous aviez un tiers de x à la puissance 3. Si vous dérivez ça, encore faut-il connaître les formules de dérivée effectivement. Donc si vous dérivez ça, normalement, ça vous fait 1 tiers fois 3 fois x à la puissance 3 moins 1. Donc les 3 et 3 se simplifient, ça vous fait simplement x au carré. Donc ça vous ramène le x au carré que vous aviez préalablement. Vous voyez? Et par exemple, là aussi, vous avez une formule particulière. 1 sur x à la puissance n est égal à ce que vous avez là, c'est-à-dire moins 1 sur n moins 1, x à la puissance n moins 1. Et ça, c'est vrai pour les n, excepté 0 et 1. Donc, pour n star privé de 1. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai pour 1 sur 0 à la puissance n, par exemple. C'est une forme indéterminée. Ce n'est pas également vrai pour le n qui vaudrait 1. Pardon, j'ai dit 1 sur 0, non. Ce n'est pas vrai, pardon, pour 1 sur x à la puissance 0. Voilà, parce qu'en fait, c'est le n qui appartient à... C'est le n qui appartient à n star privé de 1. Donc, ce n'est pas vrai pour x à la puissance 0 parce que
x à la puissance 0, 1 sur x à la puissance 0, de toute façon, ça vous ramène à 1 simplement. Et donc 1, ça vous fait x tout court. Vous voyez? Donc là, le problème, il est tout à fait résolu. Donc, même si vous l'appliquez d'ailleurs, hein, même si vous l'appliquez, vous revenez à... Même si vous appliquez cette formule, vous revenez à x. Mais ce n'est pas intéressant d'appliquer la formule. Mais ce qui est intéressant dans cette partie, c'est simplement ce que vous avez là. C'est-à-dire privé, ce n'est pas vrai pour 1. Et pourquoi on dit ça? Parce qu'en réalité, si vous avez 1 sur x, ok, on n'applique pas cette formule-là à dire en fait que lorsque vous avez donc 1 sur x, à supposer que n, donc ici n est égal à 1 parce que vous avez 1 sur x, c'est comme si vous aviez 1 sur x à la puissance 1. Donc on aurait pu dire que c'était moins 1 sur 1 moins 1 sur fois x à la puissance 1 moins 1. Donc vous avez moins 1 sur 0 fois x à la puissance 0, donc moins 1 sur 0. Vous voyez, ça n'a pas de sens parce que vous avez moins 1 sur 0, c'est une formule déterminée. Donc ce n'est pas vrai pour cette écriture. Ça, c'est une primitive particulière. Lorsque vous avez 1 sur x, la valeur donc, de cette primitive-là, c'est ln2, valeur absolue de x. Voilà, ça c'est un truc à connaître. Donc pour les 1 sur x à la puissance n, voici l'écriture, excepté lorsque vous avez 1 sur x à la puissance 1, spécifiquement, c'est ln de valeur absolue de x. Donc, vous avez, je vous laisse utiliser tout ça. Voilà, voilà une formule générale pour ce que je viens de dire. Lorsque vous avez u dérivé de x sur u de x, ça vous fait ln de la valeur absolue de u de x, vous voyez. C'est une formule générale simplement de ce qui est là, parce qu'en fait, ici, c'est comme si vous aviez le 1, c'est comme si vous aviez x dérivé, qui vous fait 1 toujours, sur x. Donc, vous avez u dérivé sur u. On vous dit simplement que c'est ln de la valeur absolue de u. Notre u, c'est x, vous voyez. Donc, c'est un cas général de ce qui est là, que vous avez là. Donc, c'est vrai pour tous les u de x, même si ce n'est pas x. Même si vous avez x plus 2 sur x plus 2 dérivé sur x plus 2, ça vous fait ln de la valeur absolue de x plus 2. La même chose, un truc particulier à savoir, expo de x en dérivé, c'est la même chose. Donc c'est une fonction en fait pour laquelle, lorsque vous la dérivez, en fait, vous retombez sur la même chose. Donc dérivé expo de x, vous retombez sur expo de x. Un cadre plus général, lorsque vous avez expo de u de x, par exemple, vous avez donc expo de 2x, par exemple, ok. La dérivée de la primitive de ça, pardon, c'est 1 sur 2, donc expo de 2x. Donc la primitive, dans un cadre général, la primitive de expo de lambda x, c'est simplement 1 sur lambda expo de lambda x. Voyez. Parce qu'en réalité, si vous vous rappelez, lorsque vous dérivez cette fonction, lorsque vous dérivez ça, vous dérivez, ça vous fait lambda x dérivé, expo de lambda x. Et quand vous dérivez ça, vous avez lambda fois 1 sur lambda, ça vous fait 1, ça vous ramène donc ça en dérivant. Bref, je vous invite à appliquer plus, ça vous permet d'asseoir cette compréhension autour des formules. Ça peut vous paraître un peu ardu, un peu difficile, expliquer comme ça, mais il n'y a pas de secret, il faut simplement se familiariser à ces formules et essayer de les utiliser autant que faire se peut, et au final vous finirez par vous y familiariser. Donc simplement pour finir, si vous voulez, on calcule cette intégrale là. Vous avez intégrale de 2 à 5, intégrale de 4 dx, 2 dx allant de 2 à 5 si vous voulez. Donc intégrale allant de 2 à 5 de 4x dx, ça vous fait simplement, on cherche une fonction dont la dérivée nous donne 4x. Regardez, on revient à ça. Vous avez c'est comme si vous aviez en réalité x à la puissance n, vous voyez. Donc on nous dit que la dérivée, la primitive de x à la puissance n, c'est x n plus 1 sur n plus 1, vous voyez ici. Donc je vais appliquer ça ici, vous allez voir. En fait, déjà de base, on peut simplement faire sortir le 4 parce que c'est une constante. Ça nous ramène x d de x allant de 2 à 5, vous voyez. Et là, c'est comme si vous aviez x à la puissance n. Le n ici, c'est 1. Et on vous dit qu'en termes de primitif, ça vous fait x à la puissance n plus 1. Enfin, je vous mets comme ça 2 points, parce que c'est pas égal, mais c'est plutôt sa primitive. Donc, ça vous fait x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc, si on applique cette formule, ça vous fait simplement 4
et donc on ouvre les parenthèses si vous voulez. Ça vous fait donc x à la puissance n qui est égal à 1 plus 1 sur 1 plus 1. Vous voyez? Donc, allant de 2 à 5, ça vous fait donc 4 x au carré sur 2. Donc 2, 5, vous voyez? Et rappelez-vous, je vous ai dit qu'une fois que vous êtes là, il vous suffit simplement de remplacer x par 5 moins x par 2. Et en multipliant le tout par 4, bien sûr. Donc, on a 4 facteur. Donc, 5 au carré sur 2 moins 2 au carré sur 2. Vous voyez? Donc, vous avez 4, 25 sur 2 moins 4 sur 2. Vous voyez, c'est comme, donc vous avez 4 fois 21 sur 2. Donc le 4 ici, c'est comme si vous avez 2 fois 2. Donc le 2 et 2 se simplifient, ça vous fait 42. Vous voyez, donc cette intégrale-là, simplement égale à 42. Voilà. Donc si nous sommes dans un repère qui est en mètres, ça veut dire que ça fait 42 mètres carrés, si vous voulez. Voilà, simplement ce que ça veut dire. Donc en réalité, arrivé là, je pense qu'on a fini en tout cas ce petit rappel en ce qui concerne les intégrales. On va développer d'ailleurs les intégrales dans la vidéo précédente, mais simplement poser, planter le décor et nous familiariser avec les formules des primitives. C'est très important. Je vous invite à relire, à trouver d'autres formules. Il existe des formules pour les cosinus, les sinus. On n'aura pas forcément besoin de ces formules-là dans le cadre des variables aléatoires continues. Mais déjà là, vous avez le nécessaire. Je vous invite à maîtriser tout ceci. Et bon, à les maîtriser, pas à les mémoriser surtout. Simplement à vous y habituer, à les appliquer au fur et à mesure. Vous finirez par vous y familiariser. Et ce sera le plus intéressant. Merci bien et je vous dis à très bientôt. Merci bien.